Salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur l'allaitement, notamment pour évoquer les difficultés qu'on peut rencontrer. Dans un premier temps je vais parler des difficultés physiques et puis ensuite peut-être dans une deuxième vidéo on abordera un peu les difficultés psychiques, sociales qu'on peut rencontrer quand on allaite. Alors donc dans cette première partie de vidéo où on va parler de ce qui peut être compliqué au niveau physique, je voudrais déjà juste vous signaler qu'il y a un site qui existe très bien, où vous pouvez trouver plein d'infos, qui est le site de la Leche League, LLL. Voilà, c'est une association qui œuvre en faveur de l'allaitement et ça fait longtemps que ça existe, ils sont très bien documentés, ils font des publications d'articles et ils organisent des ateliers et ils font même un système qui peut vous aider, vous accompagner dans votre quotidien de mère allaitante, qui est en fait d'avoir des comment on appelle ça, des personnes clés, références, sources en fait à différents coins de la France qui sont référencées sur leur site, et en fait on peut logiquement tous trouver quelqu'un près de chez soi pour nous accompagner dans notre allaitement. Alors ce ne sont pas forcément des professionnels quoi, ce sont juste par exemple des mamans qui ont déjà allaité 2 ou 3 de leurs enfants et puis qui ont envie d'accompagner d'autres mères allaitantes, parce qu'en fait un des problèmes de notre société c'est qu'on est souvent un peu tout seul en fait, on a son bébé, on a son sein et puis on ne sait pas toujours très bien comment faire. Alors parfois on a de très bons accompagnants dans le personnel médical et puis tout se passe bien, bébé capte tout bien, sa succion est bonne, nous on est à l'aise, bon super. Et puis parfois c'est plus compliqué, donc sachez que ça existe. L'autre chose que je voulais vous dire, qui est assez diffusée de toute façon, mais je le dis quand même, on ne sait jamais si vous ne l'avez pas encore entendu, c'est que la première mise au sein, si possible, elle doit être très précoce. Donc vous accouchez, votre enfant, l'idéal c'est que ils lui mettent un petit bonnet, une petite couverture, tout ça, et puis vous le mettez contre vous. Il y a des chances que de lui-même, s'il est un petit peu éveillé, il y a des chances que de lui-même, tac, il fasse quelque chose qui ressemble à un rampé en direction du sein, qui cherche comme ça avec son nez, et tuc, il va le trouver tout seul et se mettre à téter. Normalement, votre bébé devrait faire ça. Moi, mon premier l'a fait, j'étais assez impressionnée de voir qu'il savait tout de suite ce qu'il fallait faire et qu'il avait, il sortait de mon ventre et il avait direct capté que là, il y avait un sein et que c'était ça qu'il devait faire. J'étais assez stupéfaite. Mon deuxième, lui, non. En fait, il est sorti, je pense, un peu à la masse complet. Il était un peu dans le coltard. Il respirait pas super bien. D'ailleurs, heureusement que moi je savais que c'était pas forcément une bonne chose de l'aspirer beaucoup, parce que sinon mon conjoint, lui, en voyant comment il respirait, il était prêt à rappeler les sages-femmes et à dire mais non, mais vas-y, il faut lui faire des soins, tu vois bien, il ventile pas bien. Heureusement c'est un peu mon métier, donc du coup moi j'ai pas du tout paniqué, et quand j'ai vu qu'en le mettant au sein, au contraire, ça l'aidait à se remettre à ventiler mieux, je l'ai mis au sein. Tout simplement pour qu'il déglutisse au passage les dernières, je sais pas si on peut appeler ça des glaires, mais en tout cas il y avait un peu de stase salivaire quoi, qui était dans sa gorge, qui faisait, c'est vrai, beaucoup de bruit, ça donnait l'impression qu'il était hyper encombré, mais un bébé, il n'y a pas de raison qu'il arrive hyper encombré. C'est vrai que des fois ils boivent un peu la tasse quand ils passent, et puis 2 secondes avant ils étaient quand même en train de, ils respiraient pas quoi, 2 secondes avant ils étaient quand même en train de fonctionner d'une autre façon, donc il faut pas trop leur en demander, les pauvres petits choux. Ils arrivent dehors, ils savent pas forcément tout de suite comment faire. Voilà, des fois il y a un petit temps d'adaptation et du coup leur respiration est pas forcément nickel tout de suite, faut pas forcément s'alarmer. Bref, revenons au sein. Donc ce bébé là, ce deuxième bébé, lui n'a pas rampé, donc c'est moi qui l'ai mis en face du sein, et puis au bout d'un moment quand même il s'est dit tiens, ça m'intéresse. Mais voilà, il faut, si le bébé il va de lui-même, tant mieux. Si le bébé n'y va pas, proposez-lui. On dit qu'il faut qu'il soit mis au sein dans la première heure, les 2 premières heures quoi, juste après la naissance. Et chose que je ne savais pas
pour mon premier, mais heureusement j'avais une bonne équipe autour de moi. L'idéal c'est de le mettre aux deux seins. Voilà, il tète bien le premier sein. Ça peut être très long, hein. Il tète. Et puis quand il commence à s'arrêter, que vous avez l'impression que voilà, il a pris tout, il a tout pris de ce sein-là, vous lui proposez l'autre. Voilà, c'est pas mal si tète un peu les deux, comme ça donne vraiment les informations au corps que ça y est, bébé est arrivé, il va falloir commencer à se mettre un petit peu plus en route, même si ça avait déjà commencé depuis un moment, mais voilà, là après c'est de nouveaux fonctionnements en fait, parce que les 2 premiers jours, ce que le bébé va téter, c'est ce qui avait été préparé par le corps avant, en anticipation, qui s'appelle le colostrum. Et c'est pas la même chose que le lait qui vient après, au 3e jour. Voilà, le colostrum, je vous laisse tapoter sur internet, vous verrez, c'est plus épais et c'est plus riche, ça n'a pas la même composition en fait. Le lait qui va venir après, je vous le dis maintenant comme ça sera fait, le lait qui va venir après, c'est un lait qui va être vraiment adapté en fonction des besoins de bébé, en quantité, en qualité. Il va vraiment s'adapter aux besoins de bébé. Donc en quantité, ça va dépendre en fait de l'importance de la succion de bébé, donc sa fréquence, la longueur des tétés, l'intensité de la tétée en fait. C'est la loi de l'offre et de la demande en fait. Le bébé, en suçant votre sein, donne une info au corps comme quoi il a besoin de... C'est un peu magique en fait, comme quoi il a besoin de tant de millilitres quoi. Et le corps, du coup, lui, s'il n'a pas capté l'info tout de suite, c'est pour ça que parfois il faut attendre quelques jours pour que ça se mette en place. S'il n'a pas capté l'info tout de suite, il se met en œuvre pour pouvoir répondre à la demande, voilà, 24 ou 48 heures après, quoi. Donc bébé va demander sa quantité, et puis aussi bébé va demander une certaine qualité au sein. Alors vous allez me dire comment c'est possible, je ne sais pas très bien, mais en fonction des saisons par exemple, le lait va pas avoir la même consistance. En fonction des moments de la vie de bébé, il va pas avoir les mêmes aspects nutritionnels. Voilà, il y a un truc un peu vraiment magique quoi qui se passe, qui fait que le lait maternel est capable de se modifier en fonction de ce que le bébé a besoin. Sachant que quand bébé tète, sur une tétée classique lambda, il y a plusieurs phases. Au début, il va téter quelque chose assez liquide, puis quelque chose clair, un peu transparent, puis il va téter quelque chose d'un petit peu plus épais, et sur la fin de la tétée, c'est là où il va vraiment aller chercher le lait très très riche, qui va vraiment le rassasier. Donc c'est pour ça que les fins de tétée sont quand même importantes. Si bébé prend juste un tout petit peu un début de tétée et s'arrête, il n'aura pas forcément eu tout ce qu'il lui faut dans sa tétée. Il y a vraiment 3 phases dans la tétée, avec un petit peu comme si vous aviez entrée, milieu, dessert. Et du coup, il est important que bébé ait bien ces 3 phases-là. Mais après, c'est difficile pour vous de savoir où il en est. Il faut vraiment lui faire confiance, parce que vous n'allez pas savoir si il a atteint sa fin de tétée, ce liquide de fin de tétée, s'il l'a atteint au bout de 5 minutes ou s'il l'atteint au bout de 45 minutes. C'est vraiment très très variable en fonction des bébés et en fonction des laits, des seins des mères et des laits qu'elles produisent, quoi. Donc il va falloir un petit peu faire confiance à bébé et être attentif à certains signes. Par exemple, le bébé qui va bien être rassasié, en général, a tendance à s'endormir au sein. Après, il peut s'endormir au sein aussi un peu précocement et pas finir sa tétée, parce que voilà, il était bien et que ça l'a un peu fatigué de téter, donc il s'endort. Mais à savoir qu'à ce moment-là, il y a des chances qu'il réclame pas trop longtemps après, ce qui peut déstabiliser. On peut se dire, il a tété il y a une demi-heure. Oui, mais en fait, il n'avait pas fini sa tétée. Il s'est juste un petit peu assoupi, mais là, maintenant, il se dit, j'aimerais bien avoir mon dessert. Donc, il redemande, et on peut être un petit peu déstabilisé par ça. Mais il faut pas, hein, c'est juste qu'il n'a pas tout pris d'un coup, donc il faut bien lui redonner. Un des principes fondamentaux de l'allaitement, c'est d'allaiter à la demande, vraiment. Ça, j'y reviendrai dans ma deuxième partie sur les difficultés psychiques.
Mais voilà, à savoir que votre bébé, il faut lui faire confiance sur ce qu'il va vous demander, et il faut aussi faire confiance à votre corps sur la capacité qu'il a de répondre aux besoins de bébé, parce que normalement, il y a de grandes chances que ça fonctionne, quoi, sauf vraiment exception, mais on entend, je trouve, on entend très souvent dire qu'un allaitement ne fonctionne pas, et c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos justement, parce qu'on entend très souvent dire qu'un allaitement ne fonctionne pas, et je suis pas convaincue que ce soit toujours l'allaitement qui fonctionne pas. Je pense que c'est souvent les mères qui sont un peu découragées, alors pour diverses raisons. Une des raisons peut être, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, une des raisons peut être un peu médicale, un peu physique, mécanique, douleur ou inconfort tout simplement, mais voilà, il y a des raisons effectivement médicales qui peuvent décourager. Donc une de ces premières raisons, ça va être la crevasse. La crevasse, c'est un équivalent en fait, vous savez, quand en hiver on a les lèvres qui se gercent et que ça fait une petite fissure. Voilà, c'est désagréable, c'est douloureux, on hydrate, ça passe. Une crevasse, c'est le même système, c'est que la succion de bébé a sans doute été à un moment asymétrique sur le sein, donc ça a tiré pas bien en face, ça a tiré peut-être plus d'un côté, et puis du coup l'élasticité de la peau n'a pas tenu, ça s'est coupé, et du coup ça devient désagréable, quoi. Ça peut être ça, ou tout simplement bébé a pu être bien en face, mais juste votre peau elle n'a pas eu l'élasticité de supporter l'intensité de la succion. Donc un des remèdes à ça, c'est d'hydrater. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les suites d'accouchement, je crois. Je vous en reparle là, parce que j'ai pas dit grand chose, je trouve, quand je vous ai parlé de ces produits-là. Je vous ai parlé déjà de la lanoline et de cette huile qui s'appelle Vea Olio. En fait, c'est de la vitamine E. Je vous en ai pas beaucoup parlé finalement, je vous ai juste présenté les deux produits, mais je vous ai pas du tout détaillé ça. Donc quand j'ai vu que j'avais pas détaillé, je me suis dit qu'il faudrait que je revienne dessus. Donc la lanoline, c'est un produit qui est un petit peu épais, pâteux, je vais peut-être même vous montrer. Alors il faut quand même vraiment appuyer, voilà. Et puis ça fait quelque chose comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Quelque chose comme ça, d'un petit peu épais, pâteux, et c'est collant. J'en ai avoir plein les doigts. Et c'est collant. Donc là, vous voyez, je l'étale. Tac, donc ça s'étale quand même assez facilement. Et puis après, quand on veut le mettre sur le sein, il faut masser un petit peu le téton pour que ça puisse pénétrer. Là, je trouve que ça va, elle est sortie assez facilement du tube. Je pense que ça dépend à quelle température elle est. Il y a des fois où si elle est un petit peu dans une pièce un peu fraîche, ça peut sortir plus difficilement. Vea Olio, du coup, dont je vous avais déjà parlé, c'est pas pareil, c'est une texture liquide. Vous voyez, ça coule. Voilà, c'est vraiment un peu plus comme un genre d'huile, quoi, une huile épaisse. Et Vea Olio, c'est également collant, mais moins. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Sur une vidéo c'est difficile de vous montrer ça, mais c'est moins collant. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à mettre. La lanoline, on m'a dit que c'était un peu moins bon dans la bouche de bébé que Vea Olio, qui était un peu plus naturel puisque c'était uniquement de la vitamine E. Maintenant, la lanoline, c'est encore recommandé dans les maternités, donc je pense pas que ça craigne grand chose. Donc à vous de faire votre choix entre les deux produits. Je trouve que la principale différence, du coup, elle est dans l'application de Vea Olio, qui est plus facile à appliquer, plus rapide. Par contre, il y a aussi une autre différence entre les deux qui est à signaler, c'est le prix. Vea Olio est presque 2 fois plus cher que la lanoline, qui est déjà chère. Donc de toute façon ce sont des produits chers, et Vea Olio est vraiment exorbitant, je trouve. C'est, vous voyez, je vais vous donner un ordre d'idée. Là la lanoline, ça, ce tube fait 40 ml, ça coûte presque 20 €. Et Vea Olio, là, 20 ml, à peu près 15 €. Voilà. Donc c'est cher, sachant que Vea Olio, comme c'est assez liquide, en fait on a tendance à en mettre pas mal, et donc ça part très vite.
Donc c'est pas le plus économique. Voilà, si vous voulez aller à l'économie, prenez plutôt de la lanoline. Si vous voulez aller au côté pratique, prenez plutôt VA Oleo. Je résumerai ça comme ça, moi. Sinon, n'hésitez pas tout simplement à récupérer, si à la sortie de la douche, votre sein perle une goutte de lait maternel, hop, vous récupérez la goutte de lait et vous hydratez vos mamelons comme ça. Parce qu'en fait, le lait maternel est un très bon hydratant, cicatrisant, donc ça fera le même effet beaucoup plus naturellement et de manière beaucoup plus économique. Donc voilà ce qu'il faut faire pour hydrater ses seins, pour essayer d'éviter d'avoir des crevasses, voilà, pour que la peau soit bien souple. Et puis si les crevasses sont là, ou même si elles ne sont pas là, vous pouvez continuer, une fois que, moi je le fais encore tous les jours, hein, vous pouvez continuer, même une fois que bébé a l'habitude d'aller au sein, à hydrater votre sein. À quel moment le faire? Ça c'est une question que je m'étais posée pour mon premier, et on m'avait dit plutôt avant la tétée. Enfin en fait ça dépendait des sons de cloche, quand on m'avait dit un peu tout, mais du coup avant la tétée c'est le son de cloche qui revenait le plus, donc c'est ce que j'avais fait. Et puis là finalement pour mon deuxième je mets après la tétée, ça me paraît plus cohérent, parce que avant déjà je trouve que du coup le produit en fait il n'est pas beaucoup actif, puisque bébé quand il va faire sa tétée il va en enlever pas mal. Donc je vois pas bien l'intérêt. Et puis en plus du coup ça lui en met plein dans la bouche. Donc que ce soit bon ou pas, c'est pas le but en fait de lui en mettre dans la bouche. Le but c'est d'en mettre sur mes seins. Et puis la dernière chose, c'est la chose principale qui fait que je mets maintenant après, c'est que je trouve que ça perturbe un petit peu la succion de bébé en fait. Normalement il doit réussir à avoir une adhérence complète entre sa bouche et votre sein, et à faire un peu ventouse quoi. Et je trouve que quand on met des produits, ça modifie un peu cette adhérence, donc ça peut le gêner, j'ai l'impression. Donc moi je mets après, il fait sa tétée, je prends mon produit, je le mets, je remets mon coussinet, parce que comme les deux sont des produits collants, sinon ça peut coller sur les sous-vêtements. Je remets mon coussinet, je referme mon soutien-gorge, et voilà. Personnellement j'ai jamais eu de crevasse, j'ai peut-être juste du bol, mais voilà, il faut à mon avis de toute façon en première intention hydrater, et puis si vous voyez que tout va bien, après vous espacez les hydratations, puis vous arrêtez complètement si vous le sentez, mais je pense que c'est quand même bien d'essayer de se protéger contre les crevasses qui peuvent être assez douloureuses, et c'est dommage quoi, c'est dommage. Voilà, premier désagrément au niveau un peu physique qu'on peut avoir. Deuxième désagrément dont on entend vachement moins parler, que moi j'ai eu, donc là pour le coup je peux vous en parler, je l'ai eu pour les deux en fait, pour les deux allaitements. C'est la candidose. Alors en fait on a, vous savez, des flores bactériennes partout sur le corps, et notamment voilà, on en a aussi au niveau des seins, au niveau du vagin. Et en fait quand bébé passe, quand il arrive à la naissance par voie basse, il peut très bien récupérer une des bactéries qui est le candida dans sa bouche. Donc il passe, tac, il en a dans la bouche. Donc il le récupère au niveau du vagin parce que c'est normal qu'il y en ait, mais il peut peut-être y en avoir un peu trop par exemple. Et puis il en a dans sa bouche, vous le mettez au sein et il vous en rajoute sur le sein. Il y en a aussi déjà de toute façon sur le sein. Mais peut-être qu'en faisant ça, il va déstabiliser votre flore bactérienne, et que du coup vous allez développer un excès de candida. Ce qui va faire le développement de ce qu'on appelle la candidose. Donc la candidose, je savais pas que ça existait pour le premier. Je ne l'ai pas diagnostiqué rapidement, je suis allée jusqu'à avoir vraiment des douleurs vives. Donc je peux vous dire que ça peut faire très 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 mal. C'est vraiment des douleurs spécifiques qui commencent au début. C'est pour ça qu'au début on ne sait pas forcément que c'est ça, mais ça commence au début tranquillement par juste picoter un petit peu le bout des seins. Donc on peut croire qu'on a les seins un petit peu inflammatoires, et puis on peut s'entendre dire qu'il faut juste hydrater un peu. En fait, attention, ça peut être le début de la candidose. Si après vous voyez évoluer, vous serez sûr que c'est ça. L'évolution, elle se fait du coup par une augmentation de la douleur, et surtout une diffusion de la douleur à l'intérieur du sein. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste pas en fait sur le bout des seins, ça va à l'intérieur, et ça fait des coups d'aiguille, un petit peu... Vraiment des coups d'aiguille. J'aurais envie de dire des décharges électriques, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment plutôt comme si on enfonçait une aiguille
dans le sein vraiment au fond quoi. Et on sent comme ça des grands coups d'aiguille, soit juste sur un sein, soit sur l'autre, soit les deux, parce que le truc c'est que vu que ça se contamine en fait, ça peut passer par la bouche de bébé, ça se contamine l'un l'autre. Donc il est possible que vous vous retrouviez avec la même chose des deux côtés. Et puis c'est quelque chose qui rend les seins vraiment très très sensibles. En dehors des tétés également, donc si par exemple à la sortie de la douche vous voulez vous enrouler dans votre serviette, mais c'est même pas possible parce que le contact de la serviette sur les seins vous fait mal, attention aussi, ça peut être un signe de candidose. Et la candidose va pas partir toute seule, il va falloir mettre en place un traitement qui va être assez long, puisqu'il faut le tenir même une fois que les symptômes ont disparu. Pour être bien sûr que ce soit éradiqué, il faut le tenir à peu près 3 semaines. Voilà. Donc sachez que ça existe et soyez vigilants si jamais des signes tels que je vous décris là apparaissent. Parlez-en tout de suite à un professionnel de santé pour soigner, parce qu'en fait quand on a mal, quand on met bébé au sein, quand on est en train de pleurer pendant qu'on donne la tétée à son enfant, c'est pas du tout rigolo et ça peut vraiment donner envie de faire un sevrage parce qu'on se dit que voilà, on a un problème avec notre allaitement, et si on ne sait pas que c'est un problème qui peut être résolu facilement, ben on peut penser au sevrage, et ça peut être dommage si c'était pas ce qu'on avait envie de faire initialement. Si on voulait continuer à allaiter et qu'on arrête à cause de ça, c'est un peu dommage. Voilà, dernière chose sur les problèmes médicaux qu'on peut avoir, c'est la mastite. Donc la mastite, c'est quand même assez rare. Alors, il y a quelque chose qui se rapproche de la mastite, mais qui n'est pas une mastite, c'est la lymphangite. J'en ai parlé dans les suites d'accouchement quand j'ai évoqué la montée de lait. Je vous ai dit que votre sein pouvait devenir gros, tendu, chaud, rouge, voilà. Et en fait, la lymphangite, c'est un petit peu ça, c'est une inflammation des canaux lymphatiques qui vont faire que vous allez vous allez avoir ces symptômes là inflammatoires et que vous allez peut-être avoir un peu mal, mais ça disparaît spontanément. Voilà, c'est à soulager comme je vous l'avais déjà dit, par des applications de chaud, des applications de froid, par la mise de bébé au sein, le massage du sein. Voilà, je vous ai déjà donné quelques petits conseils dans la vidéo sur les suites d'accouchement, donc je ne vais pas les redire, mais sachez que la mastite, pour le coup, c'est à peu près le même tableau. Vous avez aussi rougeur, chaleur, douleur, sauf que, en fait, la mastite, vous avez une infection bactérienne. Donc vous allez avoir une fièvre qui va être associée et vous allez pouvoir la soigner uniquement avec des antibiotiques. Là pour le coup ça ne passera pas tout seul. Donc si jamais vous êtes dans un cas de mastite, là il faut vraiment avoir une prise en charge.